Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche pour ce rendez-vous de la semaine Info 7. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro pour décortiquer l'actualité de la semaine. Et nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, c'est pour la toute première fois, il vient de l'extérieur de la RDC. Comprenez bien qu'il s'agit de la diaspora intéressée par les questions politiques, socio-économiques de la République démocratique du Congo, parce qu'il est congolais. Donc, la RDC, c'est son pays. Eh bien, de qui s'agit-il? Il s'agit de Joseph Kamwanga, qui est membre de la société civile de la diaspora. Bonsoir. Bonsoir Noé. Bienvenue dans Info 7. Et merci, bienvenue aux téléspectateurs. Voilà, alors, vous nous venez de la diaspora. Oui. Société civile de la diaspora. Oui. Ça existe aussi. Hein? Ah oui, la société civile de la diaspora existe. La société civile de la diaspora réunit différentes personnalités ou personnes résidant à l'étranger, en France en l'occurrence, qui n'appartiennent pas à un quelconque parti politique et qui s'intéressent aux questions socio-politiques de leur pays. Et ils se rencontrent de temps en temps pour en débattre. Que ce n'est pas comme certaines sociétés civiles que nous avons qui sont officieusement appartiennent à des partis politiques. Alors là, c'est une aberration. Quand on est membre d'une société civile, on ne peut pas être à la fois membre d'une société civile et membre d'un parti politique. La société civile, tel que le mot Louis l'explique, c'est une société apolitique, mais qui fonctionne, qui défend les intérêts des citoyens. Alors concrètement, vous êtes à l'extérieur du pays, en France. Qu'est-ce que cette société civile fait exactement pour la République démocratique du Congo et surtout son développement? Et parce que je pense que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant, certainement c'est pour la première fois d'entendre parler d'une société civile de la diaspora. Tout à fait, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on entend parler. Et alors, la société civile de la diaspora, comme je l'ai dit, elle regroupe des personnalités ou des personnes de différentes tendances, mais apolitiques. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que nous faisons, nous organisons des rencontres en France avec des personnalités françaises, par exemple, des députés français, et qui sont des amis, des amis de la République démocratique du Congo, des députés qui s'intéressent aux questions de la situation sécuritaire ou sociopolitique de la République démocratique du Congo. Nous rencontrons ces personnalités, nous débattons, échangeons avec eux, nous proposons nos solutions, nous leur disons ce qu'il faut faire. Nous sommes en quelque sorte une organisation nous faisons pression et sur ces personnalités, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous faisons en sorte qu'ils s'intéressent à cette situation. Il faut qu'ils réagissent, quitte à prendre des mesures je veux dire, les sanctions, par exemple en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo contre le Rwanda, et qui aujourd'hui ne l'ignore, que le Rwanda et les pays qui agressent la République démocratique du Congo par une guerre par procuration du M23. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Oui, vous vous intéressez à plusieurs questions, mais les Congolais veulent vraiment savoir ce que vous avez fait et qui a produit d'impact. Alors, ce que nous faisons, c'est de la mobilisation, c'est de la conscientisation sur ce qui se passe au Congo, par les rencontres avec des personnalités françaises, rencontres avec des personnalités belges. Nous faisons une sorte de lobbying pour que ces personnalités politiques, parce que nous n'avons pas de décisions politiques à prendre. La seule arme que nous pouvons utiliser, c'est conscientiser ces personnes-là, faire des pressions sur eux pour qu'ils s'intéressent à ce qui se passe, qu'ils prennent des mesures. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer Félix Tshisekedi lorsqu'il y a des passages? Non, pas encore. Je crois que c'est prévu que nous puissions les rencontrer. Alors, Joseph Kamwanga,
Vous le savez, le 20 décembre dernier, les élections ont été organisées en République démocratique du Congo. À la grande surprise de plus d'un Congolais, c'est la diaspora qui avait beaucoup voté pour le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, alors que la diaspora est toujours identifiée comme opposition des régimes. Vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je le sais. Mais les choses ont évolué, les années également passent, les contextes également évoluent. La diaspora, c'est vrai que c'était une fausse image collée à la diaspora. On pensait que on pensait que la diaspora était constituée que des personnes parfois à moralité complètement douteuse, des personnes des voyous presque. C'est ce qu'on lisait. C'est parce que Félix Tshisekedi lui-même venait de la diaspora, il était là. Mais oui, on croyait que nous n'étions pas instruits, nous n'étions pas cultivés. Et voilà, c'est cette image-là qui était malheureusement propagée. Mais alors que nous sommes, en France par exemple, nous sommes plus de 6 à 8 000 personnes de la diaspora, ce qu'on appelle la diaspora silencieuse. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle la diaspora silencieuse. C'est-à-dire quoi? Ce sont les cadres, des universitaires, des médecins, des ingénieurs, mais que vous ne voyez pas à la télé, que vous ne voyez pas en train de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Objectifs. Oui, objectifs, justement, qui ont pris leur distance avec des antivaleurs. Avec des antivaleurs, tout à fait. Et voilà, mais aujourd'hui, nous sommes très heureux que les choses ont changé, que l'image de la diaspora est aujourd'hui, c'est une image qui a été en oubli, en quelque sorte en oubli. C'est une très belle image et nous l'avions prouvé par les élections, que nous étions intéressés par ce qui se passe, et que nous n'étions pas des opposants comme ça, on ne s'opposait pas pour s'opposer, mais nous étions capables d'évaluer et de réfléchir et de prendre une décision responsable pour agir dans l'urne ou dans les urnes pour changer les choses dans notre pays. Alors aujourd'hui, Joseph Kemonga, vous êtes en RDC, vous êtes de la société civile de la diaspora. Quel est votre regard d'abord du premier mandat de Félix Tshisekedi avant de parler de ce deuxième mandat brièvement? Vous avez certainement beaucoup à dire, mais brièvement, le premier mandat de Félix Tshisekedi. Alors, les résultats en termes des bilans, les premiers mandats, les bilans est mitigé. Le bilan est mitigé, il n'y avait pas de miracles, il ne pouvait pas faire des miracles. Ah, il ne pouvait pas faire des miracles. Il ne ne pouvait pas faire des miracles, parce qu'il il a amené un peu le Congolais à rêver grand. Mais justement, on lui a quand même reproché d'avoir fait beaucoup de promesses. Et ça, c'était, je crois qu'il a péché en faisant trop de promesses aux Congolais. Et les gens ont cru que dans ses premiers mandats, il aurait changé radicalement les choses. Ce qui n'a pas été le cas. Et même dans le deuxième mandat, il fera des choses. Mais nous ne pensons pas, nous, de la diaspora africaine, diaspora congolaise en France, nous ne pensons pas que les 2 mandats suffiront pour complètement changer la situation dans notre pays. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Déjà, quel par exemple? La constitution que nous avons, cette constitution qui était presque rédigée par des voyous, par les gens... Des voyous. Mais les gens qui ont pris les armes. Excusez-moi, je vais jusqu'à la fin. Parce que les voyous, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas forcément des Koulouna. Mais il y a des personnes, des politiques qui se comportent comme des voyous. Et on le voit tous les jours. Donc on ne peut pas, c'est pas parce qu'on a fait des études universitaires, qu'on a été DG, qu'on a été comme ministre, qu'on ne se comporte pas comme un voyou. Parce que quand vous lisez cette constitution-là, elle est vraiment, c'est un obstacle majeur, surtout pour le développement de la RDC. De la RDC. Nous osons penser que Félix Tshisekedi, avec la majorité qu'il aura, il va pouvoir faire changer les choses. Donc, et surtout, il faut modifier. Okay. Il faut la modifier. Voilà, nous sommes pour la modification de cette constitution. Par exemple, qu'est-ce qui vous énerve dans cette constitution? En tout cas, le président n'a pas grand-chose, n'a pas de pouvoir. Il règne. Mais la RDC, avec le régime de la RDC, c'est le Premier ministre qui gère. Oui, le Premier ministre gère, d'accord.
Mais on voit bien que le Premier ministre n'est pas en capacité de faire changer les choses en RDC. Donc il faut changer cette constitution en régime présidentiel, donner plus de pouvoir au président de la République, de décider, de pouvoir démettre le Premier ministre, de démettre le ministre détourneur de fonds publics, les gouverneurs et tout. Actuellement, peut-être on en parlera. On va en parler voilà. Des élections au niveau des provinces. Et d'ailleurs, on va en parler dans le premier dossier d'ailleurs que nous prenons maintenant. Powering Africa Summit, c'est une rencontre importante parce qu'elle permet de réunir les décideurs. Il y avait les ministres de plusieurs pays africains de l'électricité, il y a les régulateurs, donc comme moi-même de plusieurs pays africains. Il y a aussi ce qu'on appelle les partenaires de développement. Souvent, ce sont des partenaires de développement américains qui sont présents. Et vous avez aussi les partenaires de développement comme la Banque africaine de développement. Et bien sûr, vous avez tout le reste de l'écosystème du secteur de l'électricité qui sont les compagnies qui sont sur pied en Afrique et qui donnent des solutions énergétiques. Donc, on s'est tous retrouvés pendant le Powering Africa Summit et on échange des contacts et on fait tout pour pouvoir inviter les investisseurs à venir en RDC. Donc ça, c'était mon rôle, faire venir plus d'investisseurs en RDC dans le secteur de l'électricité afin qu'on puisse augmenter la quantité d'électricité en RDC. Je dirige l'autorité de régulation du secteur de l'électricité depuis le 17 juillet 2020. J'ai été nommée par son Excellence le Président Félix Tshisekedi et dans mon rôle de régulateur, il fallait d'abord mettre sur pied la structure. Nous avons nos quartiers généraux à la Gombe, à Kinshasa. Nous avons ouvert un bureau à Goma pour le pôle Est. Nous avons aussi ouvert un bureau à Mbujimaï qui sert le pôle Centre. Et là, dans quelques semaines, nous allons ouvrir un bureau à Kolwezi pour servir le pôle Sud. Les missions du régulateur sont stipulées dans la loi de 2014 sur le secteur de l'électricité. Donc, c'est la loi 11/2014 sur le secteur de l'électricité. Il y a 21 missions, mais je peux les résumer en 5 grandes lignes. Allez-y. La première ligne, c'est la protection des droits des consommateurs et des opérateurs. Donc, en cas de plainte, s'ils ne trouvent pas satisfaction chez leur opérateur, ils viennent chez nous à l'ARE et on protège leurs droits. La deuxième ligne, c'est au niveau de la tarification de l'électricité en RDC. Ça, c'est une prérogative du régulateur selon la loi. Le troisième aspect, c'est au niveau des titres, donc les licences, autorisations et concessions. Toute compagnie qui veut opérer dans le secteur de l'électricité en RDC doit venir chez nous à l'ARE pour obtenir le titre approprié. Le quatrième point, c'est au niveau des normes et standards. Donc, on doit s'assurer que les nouveaux projets qui viennent à bord sont conformes aux normes et standards en vigueur. Et le cinquième point, c'est en général pouvoir mettre un environnement pour le business et les investissements dans le secteur de l'électricité pour libéraliser et inviter les compagnies privées, que ce soit dans la production de l'électricité, la distribution, la transmission, l'importation, l'exportation et la vente de l'électricité. Tout cela se passe au niveau de l'ARE. C'est en début de soirée ce mercredi 13 mars 2024 que le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a rejoint la cité de l'Union africaine. Une première visite officielle depuis le début de l'année et une opportunité pour le chef spirituel de présenter ses vives félicitations au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême. Mukonzi avavante ayake nakamba. Tomoni makamunyo se l'équipe bien, Nzambe pe salisi aleki yangoto yotala. Je vous remercie. La situation sécuritaire à l'est du pays préoccupe au plus haut point le chef spirituel de l'église kimbanguiste qui, en bon berger, recommande une attitude de prière à tous ses fidèles pour faire face à cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses partenaires. Tosambela makasi makambo koleka na mokili na biso tozosepa na yango te
surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi nzambe ayokela biso makambo wana esila bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé likambo wana epesi lokumu mingi wana ezali nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Profitant de son séjour de quelques jours à Kinshasa, le chef spirituel de l'église kimbangiste va procéder à la sensibilisation de ses fidèles pour la construction du mémorial de Kamba ainsi que la célébration avec faste de la journée du 6 avril prochain. 6 avril, une journée déclarée il y a un an, chômée et payée en reconnaissance au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. En séjour en Europe, Papi Mandeke, agent de Congo Web Télévision, a profité de cette occasion pour visiter les installations de quelques grandes entreprises de presse du vieux continent, entre autres la Radio France Internationale, France 24 et MCD. Oui, on a fait la visite de l'installation de RFI, France 24 et CFI. C'était bien, donc visiter toutes les installations, voir, discuter, partenariat avec les partenaires d'ici. Je suis plus que satisfait. C'est que j'ai voir avec le patron, M. Gabriel Chabani, comment travailler pour que l'année 2024 soit la meilleure année à notre chaîne de télévision. Merci beaucoup pour la visite. Lors de sa visite, Papi Mandeke a été spectateur d'une émission culturelle diffusée en direct sur RFI. Cette visite s'est inscrite dans le cadre du renforcement du partenariat entre Congo Web, chaîne chère du patron Gabriel Chabani, et ses 3 médias internationaux. Alors, Joseph Kamanga, vous avez suivi Sandrine Mbenga, qui est directrice générale de l'ARE. Votre réaction par rapport à tout ce qu'elle dit en ce qui concerne l'électricité en RDC? Ah oui, on sait que par rapport à ce qu'elle dit, je pense que l'intention est bonne. L'émission dévolue à son organisation, cette agence de régularisation, régulation, tout à fait. Ce sont des missions classiques qu'ils ont dévolues à toute agence de ce type-là. Mais la question qui s'est posée aujourd'hui, a-t-elle les moyens? A-t-elle les moyens humains et même techniques? A-t-elle des compétences pour pouvoir mettre en œuvre les missions qui lui sont confiées? C'est ça la question. On dirait qu'elle en a, mais les choses n'essayent pas de bouger. Oui, là, on en est au niveau des intentions, hein, de la déclinaison de ce qu'elle doit pouvoir faire. Mais dans les faits, est-ce que elle a les moyens de pouvoir les concrétiser? C'est ça la grande question que nous avons. Et elle a parlé par exemple de la tarification. Mais attendez, vous allez tarifier quoi à un moment où les gens n'ont pas d'électricité?
vous allez faire payer aux Alors, gens. parlons même d'électricité. La Oui. RDC est connue comme un pays avec beaucoup de potentialité. Il y a Absolument. d'ailleurs d'autres pays qui bénéficient du courant de la RDC, mais la RDC elle-même, sa population ne bénéficie pas de ce courant. Mais finalement, qu'est-ce qui manque au pays? Oui, mais dans les années, revenons un peu en arrière, dans les années des années 60 et jusqu'aux années 90 à peu près, on avait tous les jours l'électricité dans ces pays. On peut Tu vois ce que aller je veux même dire? dans les années même 2010. Hein. Voilà, on avait l'électricité tous les jours. Oui. Et c'est là, mais ça a changé. On a commencé à observer ces coupures intempestives de l'électricité au fur et à mesure que la population de la ville de Kinshasa a augmenté. Au fur et à mesure que la ville de Kinshasa s'est développée et s'agrandissait. Et ça posait des problèmes d'électricité dans cette ville. Donc, on n'a pas parlé seulement de Kinshasa, mais même des provinces. Moi, je suis enfant mi-bas, j'ai grandi avec du courant en permanence, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut l'anticiper, tout ça. L'État devrait anticiper que la population devrait manque d'anticipation. Manque d'anticipation. Mais qui devrait anticiper? Mais c'est les pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics. Jusqu'en 90, 2000, nous étions combien, la population congolaise était estimée à combien de millions d'âmes? C'est 50 à 60 millions. Nous en sommes aujourd'hui, nous sommes à peu près 5 millions d'habitants. Et Kinshasa seul, d'après quelques estimations, il y a plus de 30 à 40 millions de population à Kinshasa. C'est énorme. Kinshasa ne peut pas supporter toute cette population aujourd'hui. Alors, quelle est votre analyse face à la situation sociopolitique de l'heure, à ce jour aussi, la situation surtout sociale? Sur le plan national. Oui, sur le plan national, la RDC, le social de Congolais. Oui, c'est dit aujourd'hui qui a déjà commencé son deuxième mandat. Les pouvoirs, le président de la République et son gouvernement essaient de faire ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Je viens de dire que nous sommes une population qui environne environ 100 millions d'habitants dans ce pays. Et que quand vous avez cette population-là, les budgets que nous avons aujourd'hui, qui est estimé à 16 milliards de dollars, ne répond pas, n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur des enjeux sociopolitiques. Alors c'est un budget qu'il faudra peut-être multiplier par 10. Et je crois qu'il l'avait dit dans son discours d'investiture. Dans son premier mandat, l'objectif était d'atteindre un budget d'environ 100 milliards de dollars par an. Et nous en sommes encore loin. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. C'est pourquoi je parlais de beaucoup d'obstacles au début. Donc, il faut absolument beaucoup de réformes. Est-ce que, il faut des réformes. Parler, Joseph Kamanga, vous êtes déjà en train de préparer la population de la RDC pour dire n'attendez pas. Non, loin de moi. Loin de moi, mais nous devons regarder nos difficultés en face. Mais face à ces difficultés, oui, il faut être pragmatique et non pas rêver grand dès lors que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions, pour le moment, mais elles peuvent être améliorées au fur et à mesure. Il faut des actes forts. Il faut des réformes profondes. En parlant dans des actes tous les forts, niveaux. Parce qu'on voit quand même il y a toujours des réformes. Depuis que Félix est là, on entend parler des réformes dans tel ou tel autre secteur, mais les choses ne semblent pas bouger. Et vous parlez des actes forts. Faites allusion à quoi? Ah oui, des actes forts par rapport à la justice, par exemple. Vous savez, dans ces pays, dans notre pays, la justice pose problème aujourd'hui. Le président l'a toujours dit. Donc, il y a un malaise dans la population. Il y a quand même une méfiance énorme vis-à-vis de notre appareil judiciaire. Il faut des réformes solides et profondes dans les systèmes qui visent l'amélioration de notre système judiciaire. Hein? Donc ça aussi c'est un problème, c'est une épine dans les pieds du président de la République. Donc il faut absolument des actes forts.
Alors aujourd'hui, les peuples congolais attendent impatiemment, même vous, hein, la diaspora. Absolument. La diaspora, vous attendez impatiemment la sortie du premier gouvernement pour le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous venez de l'extérieur. Comment ça s'est passé un peu ailleurs? Est-ce que vous pensez que cette situation bloque les pays? Eh bien, déjà. Déjà? Mais déjà, c'est quand on doit attendre un nouveau gouvernement depuis plus de 2 mois ou de 3 mois, c'est une gâchis énorme. Gâchis? Mais les temps qui passent en politique, les temps chaque jour qui passe comptent. Quand vous restez sans rien faire en attendant un gouvernement pendant des mois et des mois, mais c'est une gâchis et je pense que ça va encore plus encore alourdir des difficultés auxquelles il faut s'affronter. Vous voyez un peu? Comment ça? Ben oui, parce que, attendez, en France par exemple, quand le nouveau président est élu, dans les 15 jours qui suivent, il y a un Premier ministre. Mais la France et la RDC, oui, les conditions ne sont pas les mêmes. Ils vont nous dire que voilà, nous sommes... comme le jour et la nuit. Justement, c'est deux... Mais attends, ce sont quand même des modèles. Ils nous servent des modèles. Donc nous devons suivre quand même ce qui s'est passé chez eux. S'ils en sont... La RDC reste aussi attachée à sa constitution. Hein, mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Et cette constitution, il faut la revoir en profondeur. Les présidents, là, actuellement... Et on semble dire qu'il a marché, il a violé la Constitution, parce que le gouvernement aurait dû être démissionnaire. Les ministres auraient dû partir, tous. Et un nouveau gouvernement devait se mettre en place. Au lieu qu'un nouveau... si ce gouvernement était complètement démissionnaire, globalement démissionnaire, il y aurait un vide en attendant le retour de l'informateur, qui est actuellement en train, je ne sais pas s'il a fini de repérer la majorité. Vous voyez les temps que ça passe. Il a déjà fini sa première mission et là, c'est maintenant la formation du gouvernement, si je ne me trompe pas. Mais, oui, qui n'est pas encore arrivé. Et les temps, ça fait combien de mois déjà qu'il a été élu? Et ça fait 3 mois. Situation sur le pays. Mais des conséquences énormes. Des conséquences énormes sur le pays. Et parce qu'il y a des actes de réforme qui ne peuvent pas avoir lieu, il y a des décisions qui traînent, qui sont encore dans les tiroirs, des signatures qui n'auront pas lieu. Ce gouvernement a des restrictions. Il y a la chaîne au niveau sécuritaire, au niveau social, économique, tout est au point mort actuellement. Et il faut le reconnaître. Quand un pays est suspendu à la composition, à l'arrivée d'un gouvernement pendant 3 mois, ce sont des dégâts énormes, mais qui ne sont pas visibles. Mais dont les conséquences, ils vont surgir, vont arriver dans les mois à venir. Il faut le savoir. Tu vois? Alors aujourd'hui, là, nous attendons également les élections des sénateurs, mais aussi des gouverneurs et leurs vices pour la ville-province de Kinshasa, où vous vous trouvez maintenant. Quel profit pour le prochain locataire? L'hôtel de ville de Kinshasa. Je pense qu'il faut déjà il y a des gens dans la course. Un gouverneur qui ne vient pas se remplir les poches. Ah, ça c'est un d'abord. Mais la plupart qui viennent, ils viennent toujours avec les poches déjà remplies. Ah non, ils viennent se les remplir sur les postes, dans les dos. Kassongo, Adam Bombole, le ticket de l'UDPS, il y a déjà autant de personnes dans la course. Oui, ils sont que candidats pour le moment. Oui. Ils sont que candidats pour le moment. On va les juger sur les actes. On dit en français, c'est au pied du mur qu'on voit les meilleurs mensonges. Le profil. Voilà, les profils, il nous faut quelqu'un qui maîtrise la politique de la ville. Parce que diriger une ville comme Kinshasa, avec plus de 30 millions de personnes, il y a des enjeux majeurs. Il faut que cette personne maîtrise la politique de la ville. La politique de la ville implique quoi? Implique le logement. Le logement, l'assainissement de la ville, de l'eau, le développement de la ville avec l'électricité. Il faut également essayer de construire de nouveaux pôles d'attraction de la ville. La ville de Kinshasa n'a qu'un seul pôle, c'est Gombe. Tout le monde se déverse tous les matins, se déverse vers Gombe. Vous voyez les dégâts que ça crée.
Déjà, les gens n'arrivent pas forcément à l'heure. Il faut des enclavements, il faut justement, des absolument. Il faudra qu'on amène des institutions. Mais si je ne me trompe pas, on avait promis la création d'une autre ville vers l'ailleurs. Pourquoi ça traîne? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, on ne met pas en œuvre ce projet? Hein? Et comment ils appellent et tous les matins, vous savez, les embouteillages auxquels on assiste, c'est aussi les conséquences du fait qu'on n'a qu'un seul pôle économique. Les personnes qui viennent de Kingasani, des Massina, des Maluku, tous les matins, il y a des millions de personnes qui se déversent sur la ville de Lagombe. Il y a une forte concentration. Concentration dans un seul endroit. Dans un seul lieu, Lagombe, et qui n'arrive plus à supporter cette masse humaine, Lagombe. Donc la commune de Lagombe est fragilisée, ne peut plus. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut décentraliser. Il faut créer d'autres pôles vers le côté périphérique. Absolument. Il faut créer 2 ou 3 pôles. Comme ça, ça va désenclaver la ville. Les activités vont se développer dans différents pôles et ça va donner du travail aux gens. Ça va aussi... Vous pensez que le gouvernement comprend les choses comme ça dès lors que nous voyons, avant de prendre ce deuxième dossier, dès lors que nous voyons par exemple les constructions qui continuent à monter. Anarchiques en plus. Oui, au-delà des constructions anarchiques, nous voyons quand même l'aréna, si je ne me trompe pas, qu'on construit à côté du stade de Martyrs. Oui. Est-ce que ça devait être dans cette partie-là? C'est là qu'on se pose la question. Oui, justement, il y a un nouveau, vraiment un sérieux problème. Un sérieux problème au niveau de l'assainissement, au niveau même de la géographie, l'exploitation de la géographie de la ville. Il y a un sérieux problème. Là, on est en train d'étouffer d'ailleurs cette partie-là qui, à l'époque, le colonisateur belge n'avait pas prévu de construction à cet endroit. La ville est tellement étouffée, il n'y a pas d'air. Ces derniers temps que vous êtes à l'extérieur, il fait très chaud, mais c'est l'air chaud. Tu vois, ce qui étouffe, c'est étouffant désormais de vivre à Kinshasa. Donc il faut désenclaver, il faut vraiment ouvrir la ville de Kinshasa en créant d'autres pôles. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier. Vous le savez, la Cour constitutionnelle a rendu donc ses arrêts. Certains ont quitté l'Assemblée nationale, d'autres députés. Dans le lot, on voit notamment Sami Badibanga, on voit José Mpanda, on voit Adel Kaïnda qui rentre. Hein. Elle, c'est depuis qu'on a commencé l'Assemblée nationale, elle est toujours là. Adel Kaïnda a signé son retour à l'Assemblée nationale. On en parle. La population de la commune de Selimbao a pour une nouvelle fois manifesté leur mécontentement contre les résultats provisoires des législatives de 2023 publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Selon ces protestataires, la CENI a volé la victoire de leur candidat David Ntsala Nzambi, qui selon eux avait sévèrement battu ses adversaires avec plus de 1447 voix. De ce fait, ces électeurs demandent à la justice qui a été saisie de bien faire son travail afin que David Ntsala retrouve sa victoire. Donc biso to lingi David Ntsala bozongi c'est la biso na Selembao. Justice sala musala nango biso ya tombola to voter David Ntsala. Ba konti voter biso likamo biso na Selembao to ana député te à part David Ntsala. Biso ba mama Selembao. To voter moi na biso ndeko na biso David Ntsala. To ye to ko tala boye aye ko bima te na ndenge nini. To lingi bozongi c'est la biso David Ntsala. Po to na kanda soutenir to zabo to na kanda papa. Mais to sengi justice esa na makambu nango parce que tellement bofongoli dossier David Ntsala. To ana posa ya justice esa la honnête. Bozwa dossier David Ntsala bolande botala ndenge bavwane zela ki bozong section député na biso. To lingi ye parce que a défendre ka biso depuis ka tondima ko finga mana Selembao. Tondima ko chola ma parce que tondima ke to ebikaza mwana na biso ndako. Pona David Ntsala vena biso to ebi déjà le kana yo. Mais ezaka likamba politique te lekai na kato. Mais to sengi kaka justice sala musala na yo. Non on ba ko sala ngoti na suka pona David Ntsala. To sengi pendo sala yango, bozo c'est la biso David Ntsala la biso. Alors na osenga na justice et ça la droit nango.
Donc tous na posa donc seulement koko saka jamais molobé. Il faut tous ça molobé na biso. To voter ki wa biso 732 na biso. Ba voix David ça to so tuna équipe bele ba voix wana eza wapi. To za na posa nango po ba bref ezali. Alors justice ça la makambu na ye. Bosolo tika bosolo. Depuis la semaine dernière, David Ntsala Nzambi, candidat du mouvement de libération du Congo aux législatives de 2023, a saisi la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour réclamer sa victoire. C'est un succès qui fait mal à une équipe non productive dont le moral est bas, qui, malgré les informations nécessaires fournies par le secrétaire général de l'UDPS, le député Augustin Kabouya, ces pirates de l'air ont tenu à tout réduire aux considérations tribales. Mais pourquoi vouloir inventer un mensonge comme quoi le peuple katangais s'est opposé à ces choix? Une cabale montée avec des images étrangères par un groupe bien identifié des non-originaires. À quoi voulait-on jouer exactement? Va faire passer dans les réseaux sociaux au Mutoyo Amibomi parce que Kiaboula Abimi comme candidat gouverneur. Parlant de la seconde phase de sa mission selon que la confiance lui avait été renouvelée par le chef de l'État, Augustin Kabouya précise qu'elle est achevée dans sa partie théorique, tandis que la partie technique reste suspendue à la publication par la Cour constitutionnelle des listes définitives des élus. Yango Tolobaki Boy, Soki gouvernement ese bimi attribuer ba quota en fonction ya ba poids politique one. Et après la Cour constitutionnelle et bimisi liste définitive mususu et kozala musala moko esalemi malamu te. Nalingi koyokisa bino solité. C'est comme ça que nakende kolakisa mokonzi. On a déjà terminé la partie théorique, mais la partie technique o eza kolobela makambo ya basei o ya bato. Il faut Cour constitutionnelle à rendre public la liste définitive makamunyo soit gouvernement kosanini et kobimanango. Toutefois, le secrétaire général de l'UDPS a invité la base à garder une bonne conduite car le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est sur le point de désigner un premier ministre issu de l'UDPS conformément à la Constitution. Le chef aura réalisé ce qu'il avait promis à Mona Bouté. Primature et qu'on revenir des droits à l'UDPS. Un oiseau rare qui ne sera pas forcément lui, car au lieu d'accepter d'exposer le chef de l'État pour ses intérêts personnels, Augustin Kabouya préfère mieux servir la nation comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je préfère être premier vice-président de l'Assemblée. Naboy ko exposer mon konziamboka pour na intérêt na ngai moko. Mais la grande nouvelle pour Kinshasa, c'est l'annonce de la candidature de l'UDPS Daniel Bumba au poste de gouverneur de province. Son colistier, Edi Yeli, est issu du MLC. Les candidats de l'UDPS comme gouverneur pour la ville-province de Kinshasa, c'est Daniel Bumba. C'est dans une ambiance des lumières des téléphones allumés par les militants venus nombreux à l'esplanade du siège du parti présidentiel que cette grande matinée politique a pris fin. Alors, vous attendez également la sortie du gouvernement, le prochain gouvernement. Et qu'est-ce que vous pensez déjà de ce gouvernement? Que pensez-vous de ces gouvernements? Alors, déjà il faut s'interroger sur les profils des prochains premiers ministres de ces gouvernements. Et ensuite, à partir du profil de ces premiers ministres, on peut s'attendre à... on souhaite avoir un gouvernement de personnalités politiques efficaces et qui maîtrisent les dossiers et qui prennent en compte les enjeux actuels, la situation sociale, surtout au niveau social. Qu'est-ce que en fait, dans d'autres pays comme la France et tout s'est lié. Donc, c'est-à-dire que dans tous les gouvernements, il y a une question sociale à régler. Dans tous les gouvernements, que ce soit, par exemple, je prends l'exemple d'un ministère de l'Environnement,
il y a des enjeux sociaux à régler par rapport à l'environnement, l'assainissement de la ville, le dérèglement climatique, l'assainissement et consorts. Il y a des enjeux sociaux. Parce que par les dérèglements, par exemple climatiques, il y a des conséquences de maladies et des personnes qui parfois doivent quitter leur ville pour aller dans une autre parce qu'il y a la désertification par exemple, parce qu'il y a un manque d'eau, un manque de terrain. Alors, Joseph Kamanga, nous avons eu les élections du 20 décembre. Un candidat au niveau provincial. Il revient au niveau national. Il revient au niveau des élections de sénateurs. Il revient encore, pour certains, au niveau des élections de gouverneurs. Et aujourd'hui, il attend la nomination. Et voilà, mais tout est parti de cette constitution que je n'arrête heureusement au fur et à mesure de notre débat. Et quel devrait alors être le comportement ou l'attitude? Vous me rejoignez parce que tout est foutu, dans cette constitution-là, par rapport à cette constitution. On ne peut pas normalement permettre à un seul individu de briguer 4 mandats et de pouvoir, certains ont obtenu. Plusieurs attendent aussi d'être nommés. Ils ont remporté leur mandat et à la place, puisqu'il faut faire un choix, à la place, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce sont les cousins qu'on a placés comme suppléants. Ce sont les épouses. Les frères, et ce sont les frères et machins qui ont été placés. Alors que dans ce parti politique, il y a des personnes. Il y a des cadres dans ces partis politiques. Et quelle doit être la position ou l'attitude du président face à des listes où on retrouve sur la liste les mêmes personnes, les personnes qui sont déjà députées? Mais il ne peut rien faire parce que c'est la loi électorale qu'il a voulu ainsi. Il faut tout modifier, il faut revoir. De Mobutu, on nous rappelle quand même que Mobutu s'était opposé. Mais il faut. C'est pourquoi nous en appelons à l'instauration d'un régime présidentiel. Et avec une petite dose. De dictature. Non, dictature c'est un mot un peu plus fort, d'autoritarisme. L'autoritarisme. Voilà. On en a besoin dans ces pays. Et on a vu que chaque fois qu'il y avait une autorité forte, les choses changeaient. Moi, je n'étais pas pour Laurent Désiré Kabila, qui est arrivé, mais en quelques mois... Il s'est imposé. Ah oui, c'est imposé. On a senti une autorité de l'État. Vous avez laissé à Kinshasa Fimbu. Pardon? Fimbu, il fallait, vu la dépravation des comportements de Merce, tout ça... Et tout le monde s'était aligné. Tout le monde s'était aligné. On a besoin de ça. On s'en fout des organisations des droits de l'homme dans un pays qui est en guerre et une population qui souffre. Je pense qu'il faut fermer les yeux parfois et il ne faut pas suivre ces organisations, certaines organisations de défense des droits de l'homme et qui vivent, aujourd'hui c'est du business, qui vivent aux dépens des personnes même qu'ils défendent. Alors, nous avons des gens qui sont déjà dans ce gouvernement, d'autres sont rentrés 2 fois. Prenons le cas de Samalou Koundé, qui a eu 2 mandats comme Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il va faire de l'autre mandat? Il va placer son neveu là-dedans. Hein? C'est son neveu qui prendra la place. Il a été Premier ministre 2 fois. Donc on a des jeunes... Oui. Est-ce que nous devons retrouver encore les mêmes figures dans le prochain gouvernement? Malheureusement, je pense qu'il y en aura. Malheureusement, parce qu'il y a aussi des contraintes politiques. Les décisions, les nominations parfois tiennent compte au poids politique. C'est ça. Par exemple, si on donne à la FDC et qu'on revoit Atilou Kouebo revenir. On verra certainement si on ne va pas. On donne à l'UNC, on voit Caméré revenir. Voilà. Ou on verra s'il n'est pas là. On donne MLC, on voit Jean-Pierre Bemba revenir. Ah oui, certainement. Soit un proche, soit son ombre sera dans le gouvernement. C'est ce qui fait que on ne peut pas espérer un grand changement. Tant que les choses restent à l'état, tant que cette constitution n'est pas révisée en profondeur, on n'espère pas grand-chose. Il faut que les gens les sachent. Il faut que les gens acceptent aujourd'hui qu'on change cette constitution-là. Elle n'est plus adaptée aux enjeux politiques d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut en profondeur changer cette loi fondamentale. On verra bien que les choses vont changer dans
tous les domaines. Alors, est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport aux contentieux électoraux, la décision les arrêts de la Cour constitutionnelle, les élus qui sont partis et on revoit encore plusieurs têtes qui reviennent à l'Assemblée nationale? Certains parlent de la corruption, d'autres disent qu'on n'a pas corrompu. Finalement, doit-on croire à qui dit la vérité? Je pense qu'on ne doit pas contester une décision de justice. La Cour constitutionnelle, les actes de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Donc il n'y a pas de recours possible. Et si nous croyons à notre justice, je pense que nous ne devons pas, il n'y a rien à faire. Ça a été fait comme nous le constatons. Voilà, malheureusement, nous ne savons pas la motivation de certains actes, de certaines ordonnances de la Cour constitutionnelle, mais nous sommes devant un fait accompli. Nous avons des gens qui, malheureusement, sont revenus et seront encore là pour longtemps. Alors, nous avons eu ce gouvernement qui est d'ailleurs démissionnaire. Nous savons tous que la diaspora est très exigeante quant à la gestion de la RDC. Quel est le ministre qui vous a marqué par sa façon de faire? Le ministre de la fonction publique. Liaou? Ah oui, il a bossé énormément. Le seul? Non, le ministre de la Finance, des Finances, Nicolas a énormément bossé. La ministre de la Justice essaie de faire des choses, elle a fait avancer beaucoup de choses, mais elle est butée au fait que ce n'est pas elle qui doit prendre des décisions, par exemple de démettre un procureur ou de démettre un magistrat, et parce qu'il y a une autorité judiciaire qui l'a. Voilà, donc, mais sur le plan administratif, elle a fait avancer pas mal de dossiers. Mais il y a, par contre, il y a des ministres qui sont là, des figurants. Il y a des ministres, des figurants qui sont là. On se demande pourquoi ils ont été ministres. Et ils sont ministres, mais ils ont été ministres pour rien. Lesquels? Des affaires sociales, par exemple. Ministre des affaires sociales, ministre des handicapés. Personnes vivant avec... personnes vivant avec l'handicap. Hein, dans un pays comme le nôtre. Rien n'a été fait pour cette population-là. Et pourtant, on a une forte population de personnes vivant avec l'handicap dans notre pays. Vous voyez. Et il y a également les ministres... Et Vital Kamere de l'économie? Je pense qu'il a été ministre pour rien. Vital Kamere. Ah oui. Le type a été ministre pour rien. Et je pense que c'était une erreur de pouvoir le nommer à ce poste, vu son image qui a été complètement abîmée. Il faut te dire qu'on dit ça aussi. Hein? Quelle image? Il a une image très abîmée. S'il ne le savait pas, il faut qu'il le sache. Qu'il a une image très abîmée et qu'il a passé 2 ans, je crois, sur ce poste pour rien. Oui. Et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi? Ah oui, Kazadi, Peter est en train de faire les choses, mais je pense qu'il est mal entouré. Parce que la sécurité intérieure, c'est un domaine, il faut le confier à un professionnel, à quelqu'un qui maîtrise les questions sécuritaires, intérieures surtout. Mais Kazadi, on voit bien qu'il apprend sur l'État. Hein, il apprend sur l'État, bien qu'il essaye de faire les choses, voilà, mais rien ne change. Parlons, il suffit de voir la recrudescence des Kuluna dans la ville de Kinshasa. C'est incroyable. Et là, on s'est dit, ben, vous savez que quand il est 19h, 20h, 21h, personne n'ose sortir. Et ça, c'est une question, un enjeu majeur auquel Peter Kazadi devrait s'épancher pour une ville comme la nôtre, où on a une population environ de 60% ou 70% de moins de 30 ans, où le chômage des jeunes est tellement énorme. Et voilà, donc là, on a une forte... il y a une recrudescence de sécurité dans cette ville, et c'est un enjeu majeur pour Peter Kazadi, qui devrait bien être entouré par des gens, des professionnels de la sécurité intérieure. Pardon? Mais le ministre des Hydrocarbures... Il a été pour rien. Didier Boudimbo. Boudimbo, ça nous a un peu fait rire. Il a été pour rien.
Jean-Pierre Bemba. Ah oui, Jean-Pierre, c'est quelqu'un que nous admirons pour son travail. Non seulement pour son charisme, sa volonté de faire changer les choses, et c'était vraiment un véritable coup réussi pour le président de la République. Déplacer pour la défense. Pour la défense et la sécurité de notre pays. Il a fait avancer beaucoup de choses, Jean-Pierre Bemba, et nous pensons, nous souhaitons qu'il soit reconduit à ce poste-là. À ce poste parce qu'il maîtrise beaucoup de compétences. C'est un ancien, il était à la tête d'une armée, même si cette armée était une rébellion, mais il maîtrise les questions de l'armement, il maîtrise les questions des troupes, les questions de la guerre, voilà, beaucoup de choses liées à la défense de notre territoire, il les maîtrise. Et la ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale. Elle a été là pour rien. Elle a été sur les postes pour rien. Je n'ai rien pour elle. Mais vous évaluez le travail, vous n'avez rien contre quelqu'un. Justement, mais il faut qu'elle sache qu'elle a été sur ces postes pour rien. Et Sama Lukonde lui-même Sama Lukonde, bon, elle a été Premier ministre, mais elle n'a pas été visible. Il y a un problème, Sama Lukonde souffre quand même d'un déficit d'image. On aurait voulu un Premier ministre fort, avec un caractère fort, et qui communique bien. Sama ne communique pas. Donc, Sama, il y a un problème, bien qu'il soit intelligent et conscient. Recherche scientifique. Comment? Recherche scientifique. Ah oui, il a fait quand même certaines... Oui, il a fait avancer des dossiers, oui. Nous pensons qu'il peut être reconduit, hein. Sur ses postes ou sur un autre poste, il a montré qu'il avait et celui de l'agriculture, et on va prendre notre dossier. L'agriculture? Oui, José Mpanda. Il a été sur les postes pour être là. Il n'a rien fait en ce qui concerne l'agriculture. C'est un figurant, voilà, il a figuré. José Mpanda, un figurant. Oui, voilà. Qui a été confirmé même par la Cour. Oui, mais la Cour constitutionnelle, c'est la population qui l'a élu. Hein, et il serait sûr de pouvoir être maintenu sur son poste. Il ne serait pas aller chercher un poste de député, parce qu'il sait qu'il ne sera certainement pas dans les prochains gouvernements. Et celui des sports? Alors, Kaboulou, il est arrivé, Kaboulou a beaucoup de bonne volonté de faire avancer les choses, mais il est resté pour un peu de temps, très peu de temps, tout simplement, très peu de temps, mais nous pensons qu'il peut faire changer les choses dans ce pays. Nous souhaitons qu'il soit maintenu sur son poste. Même si désormais, ces derniers temps, il est beaucoup contesté. On a vu des images, mais c'est autre chose. Mais c'est vraiment un vrai professionnel du sport qu'il faut maintenir ce poste. La dame qui avait la charge de la formation professionnelle? Nous n'avons pas vu des acteurs allant dans la formation, dans le développement de la formation professionnelle et surtout des jeunes. Parce qu'on a de nombreux jeunes qui sont au chômage, ils auraient trouvé un boulot ou créé leur propre boulot et tout par la formation professionnelle. Et c'est ça qui manque dans ces pays, parce que dans les pays développés comme la France et d'autres, les États-Unis et consorts, la formation professionnelle, c'est le cœur de l'emploi. C'est par la formation professionnelle qu'on accède à l'emploi. Si on ne la crée pas, mais on peut accéder à un emploi salarié. Les PST avec Tony Mwaba. Tony Mwaba, oui, la gratuité de l'enseignement a été très difficile, à démarrer difficilement, mais elle est en train de faire son chemin. Le ministre de l'ESU, enseignement supérieur. Oui, on a, avec l'instauration du système LMD, mais ces systèmes-là, c'est vrai, c'est bien, mais je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés. Difficultés pour nos enfants, nos jeunes, de s'adapter à ces systèmes de LMD. J'ose penser qu'ils ont d'abord adapté l'enseignement par rapport au système LMD. Parce qu'il n'y a plus de graduats. Donc, directement, on rentre en licence et voilà, mais c'est ce qui n'est pas sans difficulté, c'est qui n'est pas sans difficulté pour nos jeunes qui n'ont pas été préparés à ces systèmes. Alors, j'ose penser qu'ils ont essayé de revoir l'enseignement au niveau de comment scinder, comment faire un tronc commun, c'est-à-dire les graduats
et la licence, faire un tronc commun pour permettre à ces jeunes de pouvoir s'adapter et de pouvoir avancer dans ces systèmes LMD qui... Tantôt, vous avez parlé de l'environnement. On sait ce que représente l'environnement, surtout avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la RDC comme petit pays, petit pollueur. Alors, F. Bazaïba. Bazaïba, avec toutes les compétences qu'on lui reconnaît, malheureusement, elle a été là pour rien. Elle n'a pas été là. Vous savez, on était dans une opportunité énorme après les COP 21. Mais c'était avec le plus grand bassin. Deuxième un réserve au monde. Un gâchis énorme. Malheureusement, soit a-t-elle été mal entourée? N'avait-elle pas de techniciens autour des conseillers, au lieu des cousins et de neveux qu'on va aller chercher au village pour venir meubler et peupler les cabinets ministériels? Le résultat est qu'on a raté vraiment des occasions énormes avec tout ce qu'on a comme envie. L'entrepreneuriat, celui de l'entrepreneuriat. Petites et moyennes entreprises. Bon, je vis qu'il y avait quelques actions mises en place, mais qui sont encore rudimentaires. Je pense que peut-être que si dans les prochains gouvernements, ça va pouvoir... parce qu'il y a maintenant plusieurs jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat, surtout avec la promotion du numérique dans notre pays, de jeunes qui créent leur propre emploi et qui créent des choses. Je pense qu'il faut que ces ministres... Alors vous avez parlé du numérique, désormais il y a un ministère qui s'occupe du numérique. Oui, il s'appelle Golondélé. Oui, il était au cabinet du président de la République. J'ai peut-être égratigné son nom, qu'il me pardonne. Ebérand. Oui, Ebérand, absolument. Ebérand a fait avancer beaucoup de choses. Mais il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens pour faire avancer, pour réaliser ce dont vraiment il pense réaliser. Il n'a pas de moyens et ce ministère se limite au niveau du cabinet, malheureusement. Son ministère, le numérique, c'est seulement au niveau du cabinet. Au niveau du cabinet, elle n'a pas été décentralisée. On n'a pas de sous-direction, on n'a pas de secrétaires généraux, on n'a pas de... Non, c'est resté au niveau politique. Au niveau du cabinet, malheureusement, ça ne peut pas faire avancer les choses. Madame, Messieurs, là, c'était le regard de la diaspora face au deuxième gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. On prend un autre dossier. Dans les milieux universitaires à Kinshasa, la possibilité pour les présidents congolais et rwandais de se rencontrer est diversement appréciée. Pour Peter Kitenge, étudiant en terminale à l'ISP Gombe, c'est opportun car selon lui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours voulu dialoguer directement avec les parents des terroristes du groupe M23 plutôt qu'avec les pantins. Moi, je crois qu'il a simplement obtenu ce qu'il cherchait depuis. Parce que dans sa dernière sortie médiatique avec le ministre Mouya, il a exprimé clairement qu'il refusait catégoriquement de négocier avec le M23, qu'il considère comme une coquille vide. Lui, il voulait plutôt avoir Kagame en face de lui pour discuter des questions pertinentes concernant l'insécurité qui règne depuis près de 30 ans dans la partie orientale de notre pays. Alors, puis qui sait qu'il a demandé, Kagame est prêt à le faire. Pourquoi pas? Mais seulement, il doit être prudent, camper sur ses positions pour pas que leur négociation finisse un peu à la manière de Sun City. Ce même avis est partagé par Angèle Bekeyambor. Elle croit au retour de la paix par les dialogues. Selon elle, les deux chefs d'État doivent se parler. Selon moi, ce n'est pas vraiment une mauvaise idée, vu que nos frères et sœurs sont en train de souffrir là-bas. Oui, dialoguer, c'est une bonne idée. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Notre président peut rencontrer le président du Rwanda. De son côté, l'analyste politique Christian Moleka n'adopte pas une position tranchée. À l'en croire, Félix-Antoine Tshisekedi est dans une sorte de dilemme, mais il doit adopter une posture qui ne fera pas de lui un obstacle à la paix. Autant en interne, il est quelque peu poussé par une opinion intérieure qui a été mobilisée par un discours électoraliste assez belliqueuse et qui excluait toute possibilité de négociation avec Kagame. Donc vous avez ces deux dynamiques qui peuvent s'opposer et qui donc met le président au milieu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Eh bien, ce sera probablement d'accepter cette dynamique régionale parce que ça s'inscrit dans l'accord de Luanda, tout en gardant
la fermeté qu'il a construite à l'intérieur ici et qui lui permettrait de ne pas se mettre à porte-à-faux avec la dynamique belliqueuse qu'il a lui-même entretenue par son discours de campagne. Rappelons que c'est le lundi 11 mars dernier que le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, a annoncé que le président rwandais acceptait de rencontrer son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi à une date qui sera indiquée par les médiateurs du conflit, le président angolais Joao Lourenço. Mais chaque partie doit encore travailler à cette étape, a précisé le ministre angolais. Oyo eza bakuluna oyo tokangi butu ya lelo dimanche au lundi na camp Lufungula. Parmi bango bana ya ba policier et ba mususu ezali ba camarade ya bana ya ba policier de bazosa désordre na camp Lufungula. Voici encore une occasion par laquelle nous devons encore une fois féliciter notre population. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, ces gaillards que vous voyez ici ont terrorisé la commune de Lingwala par le phénomène Kuluna. Sans qu'ils le sachent, et comme annoncé, soucieux du comportement des uns et des autres qui est le nôtre, et on a décidé d'organiser une opération spéciale de bouclage cette nuit de dimanche à lundi matin, ce qui nous a permis d'arrêter tous ces véritables Kuluna au nombre de 83. Nous sommes derrière nos instructions et nous y allons lentement mais sûrement. Nous avons mis la main sur ces gens qui vont faire la prison comme les autres. Quel sera le sort des parents qui hébergent ce genre de présumés criminels? La loi en la matière est claire. Plus de 18 ans, parents avec plus de 18 ans, l'enfant ne doit plus rester dans les camps. Et juste après ça, on procède au délogement pur et simple des parents qui hébergent les Kuluna, car ils contribuent tous à l'image ternie de la police. Et tous contribuent à la dépravation des mœurs, œuvre de nos enfants. Et comme qui dit, qui aime bien, châtie bien, on est arrivé aussi au camp Lufungula pour châtier les nôtres. Joseph Kamanga, vous voyez actuellement le parti présidentiel est géré par le secrétaire général Augustin Kabouya et qui fait un peu parler de lui partout, à Kinshasa comme à l'extérieur de la ville. Comment est-ce que vous voyez le travail d'Augustin Kabouya? Augustin Kabouya a pu maintenir le parti, l'UDPS, pendant des moments très difficiles et surtout après le départ de Kabound qui est en prison aujourd'hui, Augustin a pu quand même maintenir le parti et voilà, c'est ce qu'on peut lui reconnaître. Mais on assiste à un certain zèle, il y a excès de zèle d'Augustin Kabouya qui doit... est-ce que il se sent les pouvoirs annoncer déjà qui sera le Premier ministre et voilà, de le dire publiquement, on sent un peu du populisme dans son discours et ça je pense que ça ne l'arrange pas. On reconnaît en lui quelqu'un d'apaisé qui a pu calmer les ardeurs au sein du parti et asseoir les partis et il a permis à ces partis de pouvoir obtenir plus de 75 députés, il me semble. Et voilà. 79 si je me trompe. 79, voilà, oui. Député, c'est à son actif, c'est une très bonne chose. Je pense, on lui reconnaît ça, mais je pense qu'il faut qu'il calme un peu son zèle. Et alors, ça ne serait pas bien pour lui. Hein, vous avez parlé de Jean-Marc Kabound, Kabound qui est actuellement en prison, il le mérite? C'est la justice. Hein. Nous pensons que c'est un acharnement. Oui, l'acharnement, c'est les mots, c'est comme ça, c'est le déni qu'on a malheureusement dans ces pays. Quand on veut dénier le rôle de la justice, on va dire l'acharnement politique. Tout est acharnement dans ces pays, malheureusement. Ce n'est pas de l'acharnement. Il y a eu de faits et constitutifs d'infractions
Et voilà, il est condamné, et voilà, la justice est là. Il y a des recours. Je ne sais pas s'il a formulé quand même un recours contre sa condamnation. Et en faisant confiance à notre justice, il n'y a pas d'acharnement quand on arrête quelqu'un. C'est une infraction qui a été commise. Et il faut laisser la justice. Dès lors que le président de la République lui-même l'a dit que la justice congolaise est malade. Oui, mais elle est en train de s'améliorer petit à petit. Il y a quand même petit à petit, la ZOF oui, il faut que ça s'améliore. Il faut qu'il y ait un départ, il y ait un départ. Et on sent qu'il y a des améliorations quand même si il faut des réformes profondes pour remuer les choses, refonder notre justice. Mais je pense qu'il y a déjà un pas voilà, qui avance. Alors le dossier Matata Ampogno, renvoyé en avril, si je ne me trompe pas, oui, le dossier Bukanga Lonzo. Ah oui, ça c'était un coup, il a fait fort quand même, Matata Ampogno. Il a fait fort, vous voulez dire quoi? Mais justement, moi je suis parti à Kindu. J'ai visité au Maniema, j'ai passé une semaine à Kindu, j'ai visité cette université-là. Je me suis fait visiter par l'université par un guide. Mais je te jure, non, mais on peut se poser la question d'où il a trouvé cet argent, l'argent de construire une telle université avec un tel niveau de qualité. Non, mais c'est extraordinaire. D'où il a eu cet argent? Voilà, donc c'est déjà un indice qu'il y a quand même, oui, il a quand même mis la main dans les sacs. Il est payé. Mais son salaire lui permettait de construire une université de ce type-là, de ce niveau-là? Non, pas du tout. Vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas. Personne ne peut croire. Et moi, ce qui m'a fait rire, sourire même, devant à l'entrée, vous verrez, il y a une plaque sur laquelle on écrit Fondation Matata Ampogno, et on a cité les noms des entreprises qui ont financé, qui ont participé au financement de cette université. La réalisation de cette œuvre. Mais c'est du faux. Voilà, c'est une façon de pouvoir détourner. Vous pensez qu'il a soutiré un peu d'argent? Ah oui, bon, je ne peux pas le dire, c'est une accusation qui serait grave de ma part, mais je pense qu'il y a des indices sérieux qui laissent penser que lui n'avait pas les moyens personnels de pouvoir construire une telle université. Voilà tout ce qu'on peut dire. Donc à la justice d'établir la provenance de ces fonds-là, parce qu'il y a déjà un précédent, ces fameux domaine de Bukanga Lonzo, qui a englouti environ plus de 350 millions de dollars. Mais attends, où est passé cet argent? Et on voit celui qui était à l'initiative de ces domaines a construit une université et qui vaut plusieurs millions. Alors comment réagissez-vous à ceux qui estiment que c'est la chasse à toutes ces personnes qui ont travaillé avec l'ancien président? C'est une mauvaise habitude qu'a pris, certains Congolais, et quand on les reproche ce qu'ils ont fait, c'est de l'acharnement. C'est facile à dire acharnement, hein. C'est très facile, c'est un langage très simpliste, et je pense que ce n'est pas raisonné. Quelqu'un, il est poursuivi pour détournement. C'est à la justice qu'il est poursuivi de pouvoir démontrer que réellement les types a détourné l'argent, les deniers publics. Alors Joseph Kamwanga, vous l'aviez appris le retour de la peine de mort en République démocratique du Congo. Votre réaction? Je suis parmi les gens qui demandaient les... vous êtes parmi les gens, absolument, et pourquoi? Absolument, je n'ai pas honte de le dire. Ah oui, j'étais parmi les personnes qui demandaient le rétablissement de la peine de mort dans ces pays. Parce qu'on voyait des choses incroyables. Un officier de l'armée qui bénéficie de tous les bienfaits du pays, qui était formé grâce disons, gratuitement par l'État, aux deniers publics, et qui
on remarque, on découvre que les types étaient en connivence avec l'ennemi, transmettaient les informations, les renseignaient l'ennemi et sur les opérations, sur les stratégies opérationnelles de notre armée. Et voilà, on commence à comprendre que puisque notre armée n'arrive pas à contenir l'avancée on parle de l'association des malfaiteurs, trahison, espionnage, participation à des bandes... Ce sont des actes de trahison. Et qui absolument, il faut une peine de mort pour ces gens d'actes. C'est là, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, notamment Denis Mukwege qui parle d'un acte inconstitutionnel. Ah non, mais il n'est peut-être pas renseigné. Et que notre code pénal prévoit la peine de mort. Il n'est pas renseigné. Je pense qu'il faut... on peut parler d'une illustre, d'une dérive autoritaire. Il y a un recul inquiétant du système. C'est une déclaration hasardeuse d'un candidat malheureusement qui n'a pu obtenir que 3% et ça ne sert à rien parce qu'il faut qu'il se renseigne. Une décision populiste selon lui. Ah non, il faut qu'il se renseigne. Il faut qu'il se renseigne que notre code pénal prévoit la peine de mort. Hein, s'il ne le savait pas, cette peine a été tout simplement mise en veilleuse. Il y avait un moratoire de fait. Elle est réactivée, la peine est réactivée désormais. Je pense que cette décision est dissuasive. Elle va, les personnes seront dissuadées à pouvoir collaborer avec l'ennemi. Voilà, c'est aussi ça aussi une vertu. Mais les abolitionnistes ne sont pas d'accord avec. Oui, ils ne sont pas d'accord, mais qu'est-ce qu'ils nous proposent ces prétendus abolitionnistes? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? La Constitution parle du droit à la vie, consacre le droit à la vie. Mais attends, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en France, c'est maintenant, depuis 81 ou 82, qu'on a arrêté de couper la tête. Qu'on a arrêté de condamner, d'exécuter les personnes avec la guillotine. Vous savez ce qu'on a, la guillotine? Un appareil conçu spécialement pour couper la tête. Ce n'est qu'en 80 ici qu'on a arrêté. Mais est-ce qu'il y a des pays où la peine de mort a résolu le problème? Oui, et je dis, elle a aussi une vertu dissuasive. Elle a une vertu dissuasive, la peine de mort. Vous verrez bien que les choses vont changer. Vous verrez bien qu'il y a des gens qui ne prendront pas les risques de pouvoir collaborer avec l'ennemi, désormais. Donc ça va énormément changer, ça va dissuader les gens à pouvoir trahir notre armée, à trahir notre défense. Et voilà, ça va le dissuader absolument. Et voilà, ça a aussi une vertu dissuasive. Voilà. Alors, nous allons prendre ce dernier dossier pour parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une audience de civilité lui accordée par le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord-Kivu, le professeur Abbé Jean-Bosco Bahala, nouveau coordonnateur national du programme PDD-RCS, affirme qu'il est en tournée dans les provinces. Question pour lui de dresser des états de lieux afin d'opérationnaliser le programme dans sa troisième phase, dont la réinsertion communautaire. Depuis que le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a nommés à la tête de cet important programme, parce qu'il fallait qu'on sache comment le programme fonctionnait au niveau de nos coordinations provinciales, de savoir aussi quels sont les problèmes qu'on rencontrait, quels sont les projets qui étaient en cours, qu'est-ce que nous devions faire en urgence pour pouvoir redynamiser le programme tel que l'a demandé le président de la République lorsqu'il nous a nommés. Parce que c'est après cet état des lieux que nous pouvons prendre les décisions idoines. Il ajoute que les ex-combattants peuvent contribuer à la pacification de la RDC s'ils sont bien encadrés, tout en appelant au soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo, qui s'investit corps et âme dans la recherche de la paix. Le cœur de ce programme, c'est que nous amenons la paix par la cohésion sociale, par le dialogue social, le dialogue intercommunautaire, par la cohésion sociale, par le désarmement et la démobilisation de ceux qui portent les armes. Mais ceux qui ont été démobilisés doivent être réinsérés
économiquement et réintégrer dans leur communauté pour devenir acteurs de développement. Il faut vite, nous venons avec l'intention de vite les faire entrer dans la troisième phase du projet, la réintégration communautaire, où on va les rendre à leur communauté, où ils deviendront des civils. Et comme ça, ils peuvent participer justement non seulement au développement, mais à la pacification du pays. Parce que pourquoi? Nous sommes en guerre, vous le savez. Nous sommes en guerre pour le moment. Nous sommes ici à Goma, mais nous savons que monsieur le gouverneur vient de nous dire, il est au front. Il est en même temps d'administrer la province, mais en même temps, il est en train d'essayer de combattre pour que la paix revienne et pour que les gens qui ont envahi notre pays puissent arrêter et partir. Le chef de l'État est en train de travailler sur la question diplomatique. Mais c'est nous tous, le peuple, qui devons nous mobiliser. Jean Bosco Bahala était accompagné de Kapuku Bois, coordonnateur adjoint PDD-RCS en charge des questions techniques et opérationnelles. À l'occasion de la présentation à la presse des personnes présumées coupables de complicité avec les M23 et traîtres de la cause nationale, le vendredi 8 mars 2024, les propos du général Sylvain Ekenge Bomoussa, porte-parole des forces armées de la RDC à Goma, mettant à l'index les partis Ensemble pour la République, ne sont pas passés inaperçus et appellent de notre part quelques observations pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Ensemble pour la République, parti politique créé le 19 décembre 2019 et reconnu ou enregistré par le ministère de l'Intérieur le 20 novembre 2020, ne pouvait pas avoir de député en 2018 puisqu'il n'existait pas. Monsieur Alain Alionguera a été fait député provincial en 2018 dans le siège d'un élu du parti AARC de FCC, qui lui a laissé son siège provincial en territoire de Walikale. Il n'a jamais eu de lien avec Ensemble. Notre parti est cité dans son cas pour des raisons incompréhensibles. Soit c'est clairement avec l'intention de diaboliser et nuire à notre crédibilité, soit notre armée est mal renseignée et ce serait très grave en cette période de guerre. Quant à M. O.P. Kibuya Sabini, élu député provincial du territoire de Rutshuru sur la liste du regroupement politique MS, aux élections de 2018, aucune certitude n'établit qui se serait présenté sur une liste d'ensemble comme les élections de 2023 n'ont pas eu lieu dans le Rutshuru, étant donné que d'autres acteurs politiques issus de la même souche que lui ont opté pour d'autres organisations au moment de la compétition dans leurs fiefs respectifs. Nous apprenons par ailleurs que d'autres personnes arrêtées dans cette opération, qui sont membres avérés de certains partis politiques de l'Union sacrée, ne sont pas présentés au public avec leurs organisations d'appartenance, telles que AVRP, BUREC et autres. Il ne saurait y avoir de bons et de mauvais traites pour que certains soient tués et d'autres dénoncés. Alors, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, Kagame a accepté de rencontrer donc Félix Antoine Tshisekedi pour un dialogue. Joseph Kamwanga, il y a deux voix qui ne sont pas d'accord, d'autres disent que Félix Tshisekedi devrait encore une fois négocier avec Paul Kagame pour que la paix soit rétablie dans l'est du pays. Alors, votre position? La question qu'on se pose, Félix Tshisekedi va négocier avec Kagame sur quoi? Est-ce pour les cessez-le-feu et voilà, la démobilisation du M23 et les réinsertions dans notre armée? Ah non, ça a été fait déjà à l'époque. On a vu les dégâts que ça fait. On parle aujourd'hui de l'infiltration dans notre armée consciente. C'est suite, justement, c'est suite à ces fameux brassages. Donc je pense que les dialogues, oui, même en guerre, il ne faut jamais interrompre le dialogue. Il ne faut jamais arrêter de négocier, même en secret. Ça, ce sont des règles élémentaires de la diplomatie internationale. Comme certains observateurs, voyez-vous un danger à cela?
Non, non, il n'y a pas de danger. Tshisekedi pourrait être peut-être piégé. Non, non, ça dépendra de quelle posture Félix Tshisekedi aura devant Kagame. Qu'est-ce qu'il va exiger? Dans quelle position va-t-il se présenter devant Kagame? Est-ce qu'en position de faiblesse ou en position de force? Qu'est-ce qu'il va exiger de Kagame et qui va être fait? L'Union européenne qui signe des accords avec le Rwanda. Le Rwanda qui n'a ni minéré ni quoi, mais ils ont quand même signé des accords. Et l'Union européenne, pardon, qui revient encore pour dénoncer le soutien du Rwanda au M23. C'est de l'hypocrisie. Il faut comprendre que l'Occident, en décadence actuellement, et c'est l'hypocrisie. Vous qui êtes en France, la diaspora, lorsque vous évoquez les questions sécuritaires, qu'est-ce que vous recevez toujours comme retour? Alors, déjà, on critique énormément notre armée, et consorts et tout. Nous constatons également que malgré l'achat des drones, des avions, des chasses Sukhoi et tout ça, notre armée n'est pas encore parvenue à mater cette rébellion. Et c'est ce qui fait que le problème, c'est notre armée ou l'infiltration? Prenons le cas, par exemple, de Jean-Jacques Mamba, qui était député national à l'Assemblée nationale. Et qui, d'un bon matin, se réveille, à partir de l'extérieur, annonce son appartenance à la rébellion. Et de quelle rébellion? Corneille Nangaa, qui est désormais rebelle. Non, non, mais Corneille Nangaa, à notre avis, à mon avis surtout personnel, sa rébellion, c'est une coquille vide. On ne fait pas, on n'annonce pas une rébellion sur papier et sans troupes. Sans troupes sur le terrain. Je ne sais pas si quelqu'un a vu les troupes de Corneille Nangaa sur le terrain. Et sans armes. Puis... Non, mais c'est de la comédie, Corneille Nangaa. Les spécialistes de la défense savent très bien que ces mecs-là, ils jouent la comédie. C'est une coquille vide, sa rébellion. Alors, il a joué en fait, il veut s'greffer. Il profite de sa personnalité, de ce qu'il a été connu, président de la CENI et consort et tout, pour créer une rébellion de toutes pièces sur papier et venir se greffer au M23. M23 a des troupes, M23 a des armes, M23 a un soutien, des soutiens même de détail, mais qu'est-ce qu'a Corneille Nangaa? Rien, absolument rien. Donc il est en train de jouer là, un jeu très dangereux. Il va disparaître certainement, parce qu'il n'a ni troupes, ni armes, et il n'a pas les moyens d'entretenir une troupe. Parce qu'une rébellion, ça coûte très cher. Hein. Il faut le savoir, une rébellion, ça coûte hyper cher. Il faut l'entretenir, il faut acheter des armes, il faut entretenir les troupes, et il faut avoir des moyens de pouvoir la mener jusqu'au bout. Donc c'est une comédie. Vous avez dit tantôt qu'à l'extérieur, c'est plus l'armée congolaise qui est vraiment critiquée. Mais Jean-Jacques Mamba, qui était dans une grande institution, le Parlement d'ailleurs. Oui. Et alors, il y a des voix qui estiment que la RDC est tellement infiltrée que tous les secrets sont donnés aux ennemis. Non, alors, il faut déjà comprendre... Est-ce le problème vraiment de l'armée? Il faut comprendre également déjà que la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale ne traite pas des questions doctrinaires de l'armée, ni des questions stratégiques de l'armée. Il traite des questions politiques, l'achat d'armes, voilà, comment orienter notre armée. Et qu'il y a des gens qui estiment qu'ils sont encore très nombreux dans les institutions. Oui, il y aura. Bien sûr. Oui, dans les partis politiques. Et vous allez vous rappeler même que le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, l'avait dit, chers collègues, quittez. Oui, j'avais suivi. Bien sûr, parce que cette rébellion fait le bonheur de certains Congolais. Malheureusement, il y a une économie qui s'est développée. Une importante économie dans cette guerre. Il y a des gens qui s'enrichissent dans cette guerre. C'est comme en Côte d'Ivoire. Et que faut-il alors aujourd'hui faire? Est-ce que le salut de la RDC pour sa paix viendra de l'extérieur? Non, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Le salut, c'est nous. Viendra de nous-mêmes. Avec par exemple, là, désormais, les traîtres seront
fusillé publiquement pour servir d'exemple. Jean-Jacques Mamba, je reviens sur la question, ce type-là, s'il a été élu, il ne serait pas parti en rébellion. Oui. Voilà. Donc c'est une mauvaise foi, c'est un mauvais perdant, c'est pas un type sérieux. Oui, Nanga aussi est parti parce qu'il a été frustré. Justement parce qu'on lui aura arraché, je ne sais pas. Les frustrés vont rejoindre. Mais oui, malheureusement, ils ne feront rien parce qu'une rébellion, ce n'est pas un jeu. Une rébellion, c'est quelque chose qu'il faut savoir la construire et la conduire et jusqu'au bout. Sinon, si c'est tourner une vidéo... Alors, plusieurs questions d'actualité, notamment la situation sécuritaire, les élections. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, brille toujours par le silence. Comment interprétez-vous cette attitude? Alors, déjà, Joseph Kabila Kabange, il est hors, son comportement montre qu'il est en dehors de la République. On ne peut pas avoir été président de la République et ne pas pouvoir participer aux élections. Et ensuite, s'afficher, il y a quelques mois après, avec un collaborateur qui est recherché dans le pays pour atteinte à la sécurité de l'État. Et ça, c'est grave. Ça veut dire quel est le message qu'il donne? Ça veut dire que c'est un message lancé qu'il a raison. Il a raison, malheureusement, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, quand tu vas à l'extérieur, ce sont ces hommes qui les rencontrent là-bas. Les gens ces hommes qui sont recherchés dans notre pays pour atteinte à la sûreté de l'État, le rencontrent à l'étranger. Et ça, c'est grave. Donc, on peut dire qu'on a un ennemi intérieur que l'on connaît, identifié, et que malheureusement, pour des questions d'immunité et tout, il opère tranquillement. Alors, Joseph Kamwanga, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous. Aujourd'hui, il y a une course pour la présidence de l'Assemblée nationale. Mbosso d'un côté et de l'autre côté, Vital Kamerhe. Dois-je commenter? Oui. Oui, Mbosso peut être reconduit, mais pas Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée. Je venais de le dire que les mecs avaient une image complètement abîmée, et à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Donc ils ne méritent pas. Mais non, je ne mets pas en doute ses compétences et consorts, mais non, il ne mérite pas de se maintenir sur le perchoir. Je pense que ce serait une erreur grave de pouvoir qu'il soit nommé, désigné président de notre Assemblée nationale, qui est aussi, c'est le miroir de notre pays, c'est aussi le miroir de la politique de notre pays. Je pense qu'il faut une personnalité. Donc Mbosso mérite. Mbosso, s'il ne s'agit que de Mbosso face à Vital Kamerhe, je choisirais Mbosso. Alors, vous êtes demandeur d'un poste? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Heureusement, j'avais compris qu'il faut la politique, quand il faudra la faire, il faut avoir ses propres moyens. Et voilà, je suis entrepreneur, je suis également cadre supérieur dans les médico-sociaux en France. Je pense que je ne suis pas demandeur d'un poste. Mais si on me propose un poste, si on veut bien mon expertise, j'apporte mon expertise dans certains domaines, eh bien pourquoi pas, je servirai mon pays. Il n'y a pas de souci. Merci bien Joseph Kamwanga, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Info 7. Alors, vous avez une minute pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Pour les téléspectateurs qui nous ont suivis, je pense qu'il faut faire confiance à notre pays surtout et aux autorités de notre pays. Cela ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux au dérapage, aux actes qui mettent en cause le développement de ces pays. Voilà, tout ce que je peux vous dire, il faut croire à ces pays, il faut croire au développement de notre pays, à la réussite de notre pays. Je pense que ça peut aller. Et on verra bien, et que Dieu nous aide, et merci de nous avoir suivis. Alors, madame, messieurs, je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision, Info 7 votre émission, Info 7 notre émission. Merci de nous avoir suivis et certainement vous aviez aimé, n'hésitez pas de nous écrire et de nous envoyer des messages. Et une occasion pour moi pour souhaiter joyeux anniversaire à mon fils prodige qui célèbre une année de plus, soit béni. Bonsoir chez vous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Info 7.